Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des révélations troublantes obscurcissent le ciel de Yaoundé en ce jour consacré aux obsèques de l'évêque de Bafia. Une messe de requiem s'est éclipsée au profit d'un déballage inédit sur l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala dans une église catholique persécutée et livrée aux batailles les plus obscures pour le contrôle du pouvoir politico-religieux au Cameroun. Le clergé catholique pointe un doigt accusateur sur des bienfaiteurs, faux bienfaiteurs, mais aussi des faux prêtres qui détruisent de l'intérieur cette congrégation religieuse. À suivre dans ce journal, le film de cette journée de deuil dans un archidiocèse inconsolable de Yaoundé à Bafia. Et à l'international, une vive polémique enfle au Kenya. À quelques jours des élections très attendues, l'opposition qui crie au scandale après le meurtre d'une personne clé dans l'organisation des élections sur le plan biométrique, et la communauté internationale promet de l'aide pour éviter les tensions au Kenya. On en parle au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une onde de choc qui s'est répandue dans l'archidiocèse de Yaoundé ce jour en raison du ton assez ferme et des mots durs utilisés pour dénoncer ce que l'Église catholique considère comme l'assassinat de l'évêque de Bafia. Mais vous le voyez d'abord en image, la levée du corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, conduit par des prêtres de l'archidiocèse de Yaoundé en présence des membres du gouvernement et du représentant du chef de l'État, le ministre de la Justice, Laurent Esso, mais également du clergé catholique représenté, mais aussi une forte présence des forces de l'ordre dans les rues de Yaoundé durant cette levée du corps qui s'est déroulée ce matin dans la cité capitale. Il s'en est suivi une messe de requiem qui s'est elle-même éclipsée au profit d'un déballage inédit. Le célébrant, Monseigneur Joseph Akonga, a fustigé une cabale menée contre l'Église catholique au Cameroun, cabale qui se traduit par les assassinats des prélats et religieux. Il estime que l'Église catholique au Cameroun est persécutée et livrée aux batailles les plus obscures pour le contrôle du pouvoir politico-religieux au Cameroun. Et il pointe un doigt accusateur sur des prétendus bienfaiteurs et des faux prêtres qui détruisent de l'intérieur cette congrégation religieuse. Et lors de la messe de requiem, le prêtre, le célébrant de la messe, Monseigneur Akonga, a confirmé la thèse de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Précisons que le cortège funèbre de l'évêque de Bafia a été ralenti sur la route de Bala, la faute à un accident impliquant un camion et un motard gendarme alors qu'il dégageait la voie. Pour faciliter la mobilité du cortège, le gendarme est entré sous un camion. Nos envoyés spéciaux sur place font savoir que ce motard est en vie, mais le cortège a enregistré plusieurs heures de retard sur le programme des obsèques officielles qui prévoit justement des arrêts à Ombessa et à Ebebda. Comment la communauté chrétienne s'est-elle mobilisée depuis le matin le long de l'itinéraire que doit emprunter le cortège funèbre? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Ici c'est au Bala, un des arrêts choisis pour permettre aux populations, mais davantage à la communauté catholique de cet arrondissement, mieux de ce diocèse, de rendre un hommage bien mérité à Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Étant déjà le diocèse de Bala, et que le diocèse de Bafia est le diocèse le plus voisin, limitrophe avec Ebebda. Bon, on s'est vu par moment 2 à 3 fois, très sympa, mon papa toujours accueillant, toujours à l'écoute des enfants. Parce qu'une fois je l'avais vu à la conférence épiscopale, on a essayé de causer, je voulais avoir quelques expériences de la vie que j'ai bien partagées avec lui, pour prendre certaines décisions, surtout à ce qui concerne la religion. Même s'il avait peu de temps, il se consacrait à écouter au moins ce que tu voulais lui dire. Aujourd'hui, je suis là présentement, non pas seulement pour le service, mais pour rendre un dernier hommage. Parce qu'une mort tragique, comme sa mort qui nous a surpris nous tous, avec des circonstances que tout le monde connaît,
Bon, c'est pourquoi je suis là. Nous sommes venus accueillir le corps de notre évêque pour y pas reposer en paix. Nous sommes tristes qu'il nous quitte, que son corps repose en paix. On prie beaucoup pour lui, que les autres évêques restent aussi tranquilles, qui prient aussi pour lui. Amot idjom tono be asilwa enena utobo soso ami moanemie umno fe mamongwa ou les âmes soso oteler mobun. Quand j'ai entendu, je suis même tombé à terre que vraiment tout va au monde et le Dieu qui va nous envoyer un évêque pareil comme Monseigneur qui vient de partir. Parce que quand un grain de tomber à terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais seulement il porte beaucoup de fruits. J'espère que notre évêque va alors partir, nous produire beaucoup de fruits. Évidemment, ces populations sont sorties massivement. Elles sont là sous l'encadrement des forces de sécurité, notamment des gendarmes et des policiers qui ont été mobilisés depuis la capitale politique du Cameroun pour veiller au grain afin que ce dernier tour, j'allais dire, ce dernier voyage de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala se déroule dans de très bonnes conditions. Au-delà de cette ambiance de tristesse relevée le long de l'itinéraire que doit emprunter le cortège funèbre de l'évêque de Bafia, la conférence épiscopale nationale reste déterminée à exorciser tous les mystères qui planent sur l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'évêque, justement l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Keda, président de cette conférence épiscopale, confirme la plainte déposée contre X pour assassinat de l'évêque de Bafia. Reportage signé Emmanuel Diop, Joël Essengue et Guy Zogo. À l'heure où Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est conduit à sa dernière demeure, l'Église catholique n'en démord pas et reste sur ses certitudes. Nous allons tout simplement enterrer notre frère dans la paix. Et on sait ce qui s'est passé. L'affaire est donc désormais entre les mains de la justice camerounaise. Maintenant, l'affaire est confiée à la justice et c'est cela que nous allons suivre. Pour l'Église catholique, il n'y a pas de doute que la justice camerounaise fera son travail. Mais pourquoi la justice va pas se faire? Il y a une justice dans ce pays, mais quand on leur a confié une mission, ils sont dans l'obligation d'accomplir cette mission. C'est la justice du Cameroun. Et nous sommes dans un pays de droit. Donc, ils doivent, n'est-ce pas, agir. La justice doit agir normalement. Cela, croit-elle, pour que la vérité finisse par éclater au grand jour dans l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. C'est ce que nous attendons comme vous tous. C'est ce que nous demandons et que nous continuons de demander. C'est que la vérité éclate au grand jour. Qu'on sache de quoi il est mort notre frère. Autant croire que les prochains jours promettent encore bien des rebondissements dans cette affaire. Une autre crise tourmente l'Église catholique au Cameroun. L'archidiocèse de Bertoua est en pleine ébullition. Des fidèles chrétiens contestent la gestion de leur évêque et son attitude vis-à-vis des prêtres a soulevé une vague de colère. Les esprits surchauffés ont failli exploser en plein jour du Seigneur. Les forces de l'ordre appelées à la rescousse n'ont pas calmé cette bombe sociale et l'évêque incriminé reste imperturbable jusqu'à ce jour. Reportage Benjamin et Sam. Veuillez nous excuser pour la qualité sonore de cet élément. Dans le reste de l'actualité, vous vous souvenez certainement de cette famille qui a perdu 3 enfants le 30 mai et 7 juillet dernier au lieu dit Terre Maudite au quartier Nkololoun dans le 2e arrondissement de Douala après avoir consommé du yaourt. Aujourd'hui, cette affaire a pris
Une autre tournure au point où l'une des femmes de cette famille est détenue depuis 3 jours à la police judiciaire de Bonanjo. Selon ses proches de sa famille, elle serait en détention avec un enfant de 7 mois. La famille est inquiète et s'interroge sur les motifs de cette arrestation qui, selon cette famille, ne leur a pas été donnée jusqu'ici. Je vous propose d'écouter le chef de cette famille où 3 enfants sont décédés de façon mystérieuse après avoir consommé du yaourt. Moi, je voulais toujours connaître ce qui se passe parce que je ne connais rien jusqu'à maintenant. Et jusqu'à là, ma femme est avec mon enfant toujours là-bas, en cellule. C'est pour ça. Aujourd'hui, j'étais encore là-bas à la PJ. Bon, ils m'ont demandé de prendre mon enfant et rentrer avec. Je cherche à lui donner de quoi il va manger, reste là-bas à la maison. J'ai dit non, je n'ai pas le lait ou je n'ai pas le sein pour lui faire téter. Pour un enfant de 7 mois. Bon, si c'est que j'avais le sein, je devais le prendre. Moi-même, ça me dérange quand je vois l'enfant comme ça, un enfant dans les cellules comme ça, de 7 mois en cellule, 3 jours aujourd'hui. Donc, moi-même étant le père, ça me dérange. Et c'est ça qui me dérange encore de plus à cause de l'enfant. Ils m'ont dit de ne plus mettre pied là-bas jusqu'à ce qu'on amène ma femme devant. Si on me voit là-bas, je vais voir. À présent, je vous propose de découvrir une activité florissante au large du Vouri, à Bonasama, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, là où des pêcheurs mettent à la disposition de nombreux consommateurs du poisson très frais et bien sûr très apprécié par les habitants de la ville de Douala. Reportage Flavien Valondongo. Sur les eaux du Vouri à Douala, des pirogues sont au repos. Nous sommes au lieu dit bord de Bonasama. Les activités menées ici sont la pêche et le commerce du poisson. C'est donc sur ce grand hangar que les pêcheurs liquident leurs marchandises dès leur retour des eaux. Oui, le poisson vient d'arriver et quand c'est là comme ça, vous pouvez acheter à un prix de rien. On peut avoir nos 1000 francs, nos 500, ça dépend. On ne peut pas quand même rentrer sans rien. Quand ils pêchent bien, ils viennent aussi nous vendre bien. Le poisson pêché est vendu aux consommateurs ici, est frais et à un coût abordable. Nos poissons sont toujours frais. Les pêcheurs ne tuent pas le poisson ici avec les remèdes. Oui, nous avons les prix abordables ici de notre côté, il n'y a pas de problème. Quand tu achètes un poisson, tu le manges avec appétit. Selon des pêcheurs du lieu du bord de Bonasama, le poisson mis à la disposition des acheteurs ne laisse personne indifférent. Ici, plusieurs types de poissons sont disponibles. Là, c'est la sole, le gnomo, le poisson des blancs. Ça, c'est le poisson que les blancs adorent, qui mangent dans les restos. Ça, c'est le capitaine. C'est le capitaine. Voilà la carpe. Celui-ci, on l'appelle la carpe. La carpe rouge. La carpe rouge. Ça, c'est le poisson de Vouri qui meurt tout juste ici, là. On pêche avec les crevettes. La pêche, cette activité principale menée ici, respecte certains préalables. La phase de préparation du matériel nécessite une certaine minutie. Ici, il s'agit de remettre les ammunitions au niveau de la caisse. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas les mettre facilement dans l'eau. Lorsque ça sort de l'eau, on pose ça ici, à ce panier. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, il va falloir enlever. Vous voyez, il y a une corde qui relie, un fil qui relie. Il va falloir alors enlever ça et classer au niveau de la caisse que vous voyez là. Vous pouvez avoir comme à part les crevettes, il y a d'autres que nous appelons les abonnés, il y a plusieurs variétés d'appâts. C'est avec ça qu'on prend le poisson très frais ici. Là où les pêcheurs pêchent encore avec la tradition, c'est ici à Bonasama. Malgré les risques qui entourent cette activité, les acteurs ne pleurent pas. Les pêcheurs semblent trouver leur compte. Si nous pouvons entre-temps nourrir notre famille, on peut dire que ça nourrit son... Ça dépend de la marée. Il y a la marée du matin et la marée de l'après-midi. Et ça promet, hein, ça promet. Quand une bonne marée, ça promet. L'activité se déroule en toute quiétude, au lieu du bord de Bonasama.
une mise au point de l'armée camerounaise sur l'opération d'extraction des corps des personnels militaires et civils qui sont morts noyés lors du naufrage d'un navire militaire survenu au large de la presqu'île de Bakassi. Le directeur de la santé militaire de la région militaire interarmée numéro 2 fait savoir que l'armée dispose suffisamment de moyens humains et matériels pour extraire tous les corps des soldats décédés lors de ce naufrage d'un navire militaire survenu le 16 juillet dernier. Le colonel Aben Mbozo réagit ainsi à des informations ayant circulé et laissant croire que les personnels militaires se seraient fait contaminer lors de l'opération d'extraction des dépouilles de leurs camarades d'armes dans le fleuve d'Ibunka, près de Bakassi, et au sujet de la suite des recherches après l'inhumation des 11 corps déjà repêchés. Le directeur de la santé militaire de la 2e région interarmée précise que seul le haut commandement est habilité à communiquer sur ce sujet. Je vous propose d'écouter à présent le directeur de la santé militaire de la 2e région militaire interarmée, le colonel Aben Mbozo. Le commandement prend toujours le taureau par les cornes. Le commandement en avant, commander, c'est prévoir. Vous avez vu le 20 mai, l'hôpital militaire défiler avec un véhicule mobile, où ils vous ont montré leur force de projection avec des équipements de pointe. Ce sont ces équipements aujourd'hui que nous utilisons pour ce qui est de ce naufrage. Ce sont bel et bien les équipements mis à notre disposition par la hiérarchie militaire qui nous permettent aujourd'hui de gérer sereinement cette catastrophe avec l'expertise de nos morguiers, l'expertise également de nos brancardiers. C'est l'événement majeur ce mercredi, le film de cette journée de deuil dans un archidiocèse inconsolable à Yaoundé. La levée du corps de l'évêque de Bafia a mobilisé une communauté chrétienne importante, mais aussi un parterre de personnalités venues assister à la mise en bière. Reportage, Joël Sengue et Aïk Cyril. Émoi et consternation à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. À la levée de corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, aussi bien les fidèles que les prêtres ne retiennent pas leurs larmes. Je suis vraiment touché dans le plus profond de moi-même. Parce que quand vous perdez une personne comme ça dans la famille, l'émotion est insupportable. Le président de la République est représenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, alors que l'épiscopat est pratiquement au grand complet. Mais la douleur de la disparition de l'évêque de Bafia est si forte que les mots manquent pour l'exprimer. Je n'ai pas le cœur de parler, s'il vous plaît. Vraiment, je suis tellement ému. Monseigneur Jean Baga préside la cérémonie de levée de corps. Notre pasteur, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, qui est venu ici, s'est endormi dans la mort. Au moment où nous procédons à sa levée de corps, nous voulons affirmer notre foi en la résurrection. Les fidèles, quant à eux, élèvent des prières vers le ciel. La mort n'est pas la fin. La résurrection est là. Qu'il aille aux côtés de son Père, avec les anges et les archanges, pour louer son Dieu qu'il a loué sur terre. Après la levée de corps, la dépouille est transportée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé pour une messe d'action de grâce. Le nonce apostolique, cette fois, préside l'Eucharistie concélébrée par l'épiscopat camerounais. L'homélie de Monseigneur Joseph Akonga est fort appréciée par les fidèles, qui n'hésitent pas à le faire savoir par des applaudissements. Le curé de la paroisse Saint-Jean-des-Sosses ne met pas les gants pour dénoncer l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Pour l'homme de Dieu, l'Église catholique au Cameroun est persécutée par des forces occultes assoiffées de pouvoir. Qui tue les prêtres au Cameroun et qui en veut à l'Église catholique au Cameroun? Les deux questions ont été posées à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Deux questions qui rappellent et qui réaffirment la position de l'Église catholique par rapport au décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Pour l'Église, l'évêque de Bafia a été bel et bien assassiné. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute.
Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a entamé déjà son voyage pour l'éternité. La levée de corps a eu lieu ce matin à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. La messe d'action de grâce s'achève à l'instant même à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Depuis la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, justement, Élisée Bogba, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Précisons que le cortège funèbre s'est déjà ébranlé sur la route de Bafia où doit se poursuivre les obsèques de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. En football, à présent, le feuilleton du transfert du Brésilien Neymar du FC Barcelone à Paris Saint-Germain déchaîne les passions au Cameroun. De nombreux Camerounais sont accrochés et très attentifs à justement ce marché des transferts pour le football européen, mais très peu s'intéressent justement aux performances des footballeurs locaux, un contraste qui suscite des inquiétudes de la part des analystes sportifs. Reportage Sylvestre Hippolyte Zangao. Une histoire de sous, un marché de transfert fou. Le feuilleton Neymar, tiraillé entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, est suivi de très près au Cameroun par les fans de football. Pourtant, le même intérêt n'est pas manifesté pour les transferts dans le championnat local, pour les intermédiaires de joueurs. Les raisons pour l'expliquer sont multiples. Il y a un affolement médiatique simplement parce que nous sommes en face de grandes stars de football et de grands clubs de football et nous sommes en face d'un contexte économique européen qui brasse énormément d'argent avec les sponsors, avec les droits télé, ce qui n'a rien à voir avec le contexte africain. Nous sommes encore typiquement amateurs. Ce n'est pas attractif médiatiquement parce que nous n'avons pas affaire à des grandes stars ou à des grands clubs. Nous faisons face à un problème de puissance médiatique. Nous sommes colonisés par l'information occidentale, ce qui fait que tout ce qui se passe là-bas, nous sommes forcément au courant. Il existe pourtant des clubs au Cameroun qui jouissent d'une forte popularité, mais l'actualité qui les concerne passe souvent inaperçue. François Makendi, rencontré dans les rues de Douala, porte fièrement le maillot du FC Barcelone, dont il est supporter depuis des années. Je supporte le Barça depuis environ 25 ans aujourd'hui. De temps en temps, je vais au stade, mais bon, vous savez, le football camerounais, c'est pas comme le football européen. Tant que le Cameroun n'aura pas d'infrastructure, nous ne pourrons jamais être comme les Européens. Je souhaiterais qu'on rehausse les salaires des gars. Ancien joueur de l'Union sportive de Douala et des Lions indomptables, Beb Solo, explique que dans les années 80, le marché des transferts était tout aussi animé au Cameroun. Moi-même, quand vous êtes arrivé, j'en ai été une. C'est-à-dire que par tous les moyens, le Canon voulait avoir Beb Solo. Et seulement, nous étions des enfants un peu de famille. Alors que Beb a grandi dans l'Union. Quand le Canon s'adresse à lui, un jour, j'avais démontré au président Kungu que Beb Solo, ça sonnait mal dans le Canon. Tout comme Mangongede, c'était bien dans le Canon et pas dans l'Union. À l'époque là, si on était à 1 million de francs, aujourd'hui si on fait la conversion, on est vers peut-être 50 millions, 40 millions de francs CFA. Oui, à l'époque là, les équipes, même récemment, quand je suis allé à Dieppe, c'est-à-dire que vers les 85 là, on était dans les 2 millions de francs CFA. La réalité qui est différente aujourd'hui peut donc amener à comprendre ces nombreux Camerounais, supporters des clubs européens. Nous n'avons pas su capitaliser sur ce que le football a su nous donner comme, n'est-ce pas, nom et comme notoriété. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, le Cameroun ne peut pas s'aligner sur, n'est-ce pas, ce genre de perspective lorsque nous n'avons même pas de stade. Nous n'avons même pas de réel sponsoring du football. Nous pouvons prétendre à cela dans les années à venir, lorsque nous aurons des infrastructures à tous les niveaux, lorsque nous aurons, n'est-ce pas, une politique qui permet de sponsoriser notre sport, de sponsoriser notre football, lorsque les joueurs camerounais pourront gagner effectivement des salaires d'un certain niveau acceptable. Pour les intermédiaires de joueurs, en attendant que le football local soit remis sur les rails, les championnats européens, qui sont bien organisés, continueront à affoler les Camerounais. Dans l'escale internationale, une vive polémique enfle au Kenya après le décès mystérieux du responsable informatique de la commission électorale. L'opposition accuse le gouvernement de l'avoir tué en vue de truquer les élections prévues la semaine prochaine. Une enquête se poursuit pour faire la lumière sur ce crime et la communauté internationale propose son aide afin d'éviter une escalade de tensions au Kenya. Des précisions avec Gladys Sidier dans ce reportage. 3 suspects ont déjà été interpellés par la police kenyane dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Chris Sando.
Pour faire la lumière sur ce crime, les autorités ont appelé les compagnies de téléphonie mobile à la rescousse. L'opposition, inquiète depuis l'assassinat du responsable informatique de la commission électorale, a pour la première fois depuis l'annonce de son décès pointé du doigt le gouvernement comme le seul responsable de sa mort. L'information a d'ailleurs fait la une de plusieurs tabloïds, des journaux qui révèlent aussi l'identité de la jeune dame dont le corps a été retrouvé à côté de celui de Chris Sando. Carole Ngoumbé, étudiante en médecine, âgée de 21 ans. Elle avait prévenu sa grande sœur qu'elle sortait prendre un pot avec Chris Sando. Restée sans nouvelles, sa famille a été appelée pour identifier le corps à la morgue. L'assassinat de Chris Sando remet en cause la crédibilité du scrutin du 8 août au Kenya. Les populations qui ont manifesté à Nairobi sont inquiètes et voient déjà planer le spectre de 2013. Raila Ondinga, leader de l'opposition, avait contesté en 2013 les résultats de l'élection présidentielle parce que selon lui, les kits biométriques avaient dysfonctionné. On est donc dans la peur de la répétition des élections de 2013 et la peur que le vote soit volé. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, Amnesty International ont proposé leur aide pour l'enquête sur le meurtre de Chris Sando. Les autorités kenyanes ont quant à elles annoncé avoir renforcé la sécurité des agents électoraux et des observateurs. Mesdames, Messieurs, je vous propose à présent de découvrir ces problèmes de route qui perturbent le quotidien des Camerounais dans l'arrière-pays, notamment à Bangem. Un reportage à suivre dans un instant. Ces passagers sont contraints de faire appel à leur biceps pour dégager leur véhicule du bourbier. La scène se reproduit à chaque fois qu'un véhicule essaie de défier cette route qui relie la région du littoral à celle du sud-ouest. Partir de Melon pour Bangem, le chef-lieu du coupé Maningumba relève d'un exploit et surtout d'un concours de patience pour ses passagers. Quand on regarde que devant nous, il y a le chef-lieu d'un département, vraiment ça fait mal. Et ici, nous on peut faire 4 jours ici. Il y a le camion de brasserie qui a fait 3 jours là en bas. Les activités agricoles de cette localité prennent dès lors un sérieux coup une fois que les pluies s'installent. Les vivres frères se gardent dans les champs, nous souffrons, on cultive beaucoup, les gens souffrent dans les plantations, mais en retour, il n'y a pas moyen d'enlever ces cultures pour la ville. Il est désormais impossible pour ces agriculteurs de faire écouler les fruits de leur labeur vers les marchés environnants. Il faudrait que le pouvoir public essaye de penser à nous, qu'il pense à cette zone, qui nourrit le pays. Ça, c'est le grenier du Cameroun. Regardez, même vous êtes comme ça à Bangem, regardez le goudron. Presque tout Bangem est goudronné. Mais ça ne nous sert à rien. Il était mieux que le goudron arrive à Bangem et que Bangem soit sans goudron. Ça, c'est mieux. Et il faut à présent débourser 3 000 francs CFA, voire plus, pour parcourir les 33 km qui séparent la ville de Bangem à celle de Melon. Dans la région du Sud, c'est le même calvaire, là où le budget d'investissement public peine à être exécuté. Il est en chute libre et des tensions de trésorerie sont avancées pour expliquer ce retard dans l'exécution du budget d'investissement public. C'est le constat que font Roger Takala et Albertine Bichaga. La situation n'est guère reluisante. Des projets tardent à prendre corps sur le terrain. En effet, sur 73 marchés de forage lancés en 2017, dans la région du Sud, 7 seulement sont en cours d'exécution. Les projets relevant du budget d'investissement public dans la région du Sud prévoyaient aussi la réhabilitation de 10 centres de santé. Seuls 2 sont en cours d'équipement. Des tensions de trésorerie sont pointées du doigt pour expliquer ces mauvais résultats. Donc il n'y a pas toujours de liquidité au niveau de la trésorerie et ça décourage une bonne partie des entrepreneurs qui ne sont pas déjà très nantis et qui mettent déjà au début leur argent pour exécuter ces marchés et à la fin ne sont même pas sûrs d'être rapidement payés et ça crée des problèmes. Ailleurs, on tente d'expliquer la situation par les secousses économiques que traverse le pays de façon générale. Le président du comité de suivi du budget d'investissement public pour la région du Sud veut croire que les choses vont s'améliorer très bientôt. On traverse une période de légère secousse économique, mais les perspectives
au niveau de la nation sont bonnes à court et moyen terme. Et donc on peut s'imaginer que vers la fin de l'exercice, on devrait avoir un sursaut en termes d'exécution psychofinancière du budget d'investissement. La première réunion du comité de suivi du budget d'investissement public pour le premier trimestre de l'année 2017, tenue à Ebolova, a également permis de dénoncer l'absence d'une volonté politique à faciliter l'exécution des projets sur le terrain. Les indemnisations des populations riveraines d'Eguerpi sont aussi l'un des freins majeurs à l'élan des entrepreneurs. Dans un marché public où on doit construire une route, la première des choses, c'est d'indemniser des personnes situées au bord de ce plaquet, les personnes qui doivent déguerpir. Il faut les indemniser avant de commencer les travaux. Ça, c'est des choses qui sont étudiées, qui sont connues avant. Alors pourquoi ça doit faire problème? Donc nous disons qu'il faut absolument qu'il y ait une véritable volonté politique pour que ces marchés soient exécutés. Autre constat fait, c'est celui du peu d'intérêt qu'accordent les maires de la région du Sud à ces questions qui touchent pourtant à la vie de leur population. Aucun des maires de la région du Sud n'était présent à cette rencontre. C'est un casse-tête pour les autorités administratives à Maroua, chef-lieu de l'extrême nord. L'on note que malgré les restrictions des horaires de circulation à Maroua, les mototaxis refusent de se plier à ces mesures visant à limiter les risques élevés d'insécurité dans cette ville qui a souvent été en proie à des attaques terroristes. C'est le constat fait dans ce reportage signé Amadou Daïrou et Gladys Sidier. 21h à Maroua. Les mototaxis circulent à leur aise. Les débits de boissons sont ouverts. C'est l'heure de pointe. Il faut réaliser de bonnes affaires malgré l'arrêté signé par le gouverneur de l'extrême nord interdisant la circulation des engins à 2 roues dès 20h et indiquant la fermeture des débits de boissons à la même heure. Une mesure récemment réitérée par le préfet du Diamaré au cours d'une réunion avec les acteurs des secteurs concernés qui s'entêtent malgré tout. Ici à Maroua, non seulement il y a beaucoup de taximans, on n'arrive pas à s'en sortir. Pendant la journée, on travaille, on n'arrive pas à sortir même l'argent de la recette. Donc, on est obligé de travailler jusqu'à 22h, 23h comme ça pour trouver l'argent de la recette. Nous sommes contre quand ils disent qu'on doit arrêter à 20h. Les débits de boissons sont beaucoup victimes de cette opération. Pourquoi? Parce que durant tous les mois, nous n'arrivons pas à faire des chiffres et qu'en fin de trimestre, il faut que nous payons des impôts, il faut que le tourisme soit derrière nous, il faut que nous payons des emplois, il faut que nous payons les locaux que nous louons. La mesure prise par le gouverneur de l'extrême nord vise à renforcer la sécurité dans la région en proie aux exactions de Boko Haram. Face au relâchement observé, les autorités entendent remettre les pendules à l'heure. Il s'agissait d'une réunion de mise au point. Parce que les populations, et notamment un secteur d'activité, n'a pas très bien compris la reprise du relèvement du respect d'une mesure qui est en vigueur depuis 2014 à l'arrêté du gouverneur. Il était donc de bon ton de permettre à ce secteur d'activité qui au quotidien nous accompagne aussi à cette mise en forme des mesures de protection de personnes et de leurs biens dans le cadre bien connu de la lutte contre Boko Haram. Le couvre-feu instauré dans la région de l'extrême nord vise à garantir la sécurité des personnes et des biens. Le souhait des autorités est de travailler en synergie avec les populations face à un ennemi commun, Boko Haram. Je vous le disais en titre, ce sont des révélations troublantes en ce jour consacré aux obsèques de l'évêque de Bafia. La messe de requiem prévue à cet effet à la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé s'est éclipsée au profit d'un déballage inédit sur l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Depuis la découverte macabre de son corps, l'Église catholique est plongée dans la tourmente et se dit être persécutée. Que s'est-il passé? Je vous propose de suivre en conclusion de ce journal un documentaire exclusif qui retrace le parcours depuis la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala jusqu'à la découverte macabre de son corps et toute la polémique qui entoure et le mystère qui plane sur cette mort jugée suspecte
de l'évêque de Bafia, un documentaire signé Emmanuel Wapi et Eric Martial Ndjomo. Inauguré en 1982, le pont de Bebda fait office de principal élément touristique de la localité. Construit à l'endroit où le lit du fleuve Sanaga est le plus étendu, ce pont de 1020 mètres de long se trouve sur la nationale numéro 4. Ce pont et son cours d'eau, la Sanaga, ont été 3 jours durant la cible de tous les regards au cœur de l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'évêque de Bafia. L'un de mes agents m'a appelé, m'informant de ce que le véhicule de l'évêque de Bafia est immobilisé sur le pont de Bebda. Alors, je me suis transporté immédiatement sur les lieux à l'effet de constater cet état de choses. Et y étant, j'ai effectivement constaté la présence d'un véhicule de marque Toyota Prado de couleur blanche. Et à l'intérieur, les pièces personnelles de l'évêque de Bafia, sa carte nationale d'identité, son permis de conduire, le dossier du véhicule, un mouchoir blanc à côté et, n'est-ce pas, un papier en tête. Sur ce papier-là, une seule phrase. Je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau. Reste à savoir d'où vient ce message. Qui l'a écrit? Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Ça reste à... N'est-ce pas? Il faudrait maintenant apporter de la lumière sur ce qui... sur tous les éléments qui peuvent nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé. Mercredi 31 mai 2017, l'affaire embrase les médias et les réseaux sociaux. Les interrogations fusent de toutes parts. Les uns et les autres se rappellent alors de leur dernière rencontre avec le prélat. Nous nous sommes rencontrés la semaine passée lors de l'enterrement d'un de nos confrères, le recteur du petit séminaire, l'abbé Armel Collins Ndjama, qui a été enterré il y a 8 jours exactement. C'est vrai quand même que c'est un décès qui nous a tous bouleversés au niveau du diocèse. Et lui-même est apparu abattu et fatigué. Ça, moi, c'est ce que j'ai perçu dans la personne de Monseigneur. Mais d'habitude, c'est comme ça qu'il apparaît. Mais cette fois-là, j'ai quand même remarqué qu'il était très abattu. Lors de notre dernière rencontre, en avril dernier, tout était normal et même les évêques de la conférence ecclésiastique de Yaoundé se préparaient même à aller se rencontrer, à faire organiser leur rencontre chez lui. Mais on ne sentait rien d'anormal dans son attitude. L'alerte donnée, les recherches lancées s'avèrent infructueuses en ce premier jour. Jeudi 1er juin 2017, les recherches s'intensifient dans le fleuve Sanaga. Les plongeurs se relaient au fond de l'eau sans grand succès. Les autorités traditionnelles s'y mêlent. Ce matin de passage au niveau du pont, j'ai aperçu le chef traditionnel dans sa pirogue. Il était seul dans sa pirogue. Et moi, j'ai fait des amusements en lui disant que un pour tous, tous pour un. J'ai dit que c'est comment? Il dit que nous sommes trop en colère. On ne voit pas notre évêque. Mais moi, j'ai fait mes traditions ce matin. J'ai constaté qu'on va retrouver le corps de l'évêque. C'est de l'autre côté, droit. C'est du côté du Mbam qu'on va retrouver le corps de l'évêque. Les fidèles du diocèse de Bafia désespèrent 48 heures après la disparition. En tant que chrétien, c'est vraiment la consternation. Vous savez, quelle que soit la congrégation dans laquelle on puisse se trouver, lorsque un homme de Dieu disparaît de cette manière, vraiment
c'est touchant. Ça nous fait mal, puisque c'était notre évêque de Bafia. En plus, une comme moi ici, catholique. Donc ça nous fait mal. Moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour sa disparition. Tout ça, c'est l'échec du Bafia. Idem pour ses plus proches collaborateurs qui ressassent les derniers moments passés avec l'évêque. Mardi, nous avons pris le dernier repas. Mardi, à 14h30, on s'est séparés. Et je lui disais, bon, s'il avait besoin de moi, qu'il m'appelle. Bon, mais il ne m'a pas appelé. Le matin de mercredi, j'ai appelé. Le téléphone ne passait pas. J'ai appelé la secrétaire. C'est comme ça que je suis venu, parce qu'il m'a laissé une note. Je suis donc venu, j'ai pris la note et j'ai appelé l'abbé François Xavier pour que cette note parvienne aux nonces. C'est donc en allant à Yaoundé pour déposer la note que l'abbé François Xavier découvre la voiture. Le préfet du département du BAM et Inoubou, assailli par les sollicitations de toutes parts, appelle à la vigilance dans la divulgation des informations souvent erronées. En matière d'enquête, il faut que nous puissions apporter chacun, en ce qui le concerne, sa contribution. Il est également question que cette contribution puise sa source, n'est-ce pas, dans l'entourage, dans les populations. Vous savez qu'un tel événement, on ne doit rien négliger comme source d'information. Pire encore, sur les réseaux sociaux, des images de corps repêchés circulent et sont attribuées au prélat. Les sapeurs-pompiers font le point. Actuellement, nous sommes en train d'assister à une circulation d'images sur les réseaux sociaux qui sont en train de nous dire que l'évêque a été sorti de l'eau. Et monsieur l'évêque n'est pas encore sorti de l'eau s'il est dans cette eau. Les recherches s'intensifieront le vendredi 2 juin 2017. Marine nationale, sapeurs-pompiers, villageois et pêcheurs sont en alerte. Ce sont finalement des pêcheurs qui retrouveront le corps proche de cette berge du village de Tsank, situé à plusieurs kilomètres des Bebda. Il était avec les habits d'église, le tenue d'église, avec le pantalon noir, avec le babouche noir au pied. Oui, c'est là où on a parti à trouver le corps là comme ça. Donc vous étiez à Tchang là-bas? On était en Tchang. Le corps était en bon état, mais il y avait une petite odeur qui sortait, donc ce n'était pas trop décomposé. Il semblerait que ce monsieur a été plongé dans l'eau, par force, parce que on ne peut pas se noyer avec les chaussures, sans toutefois faire les efforts de pouvoir se battre. On sent qu'il a été maintenu et puis on le dit bon, on ne sait pas. Il avait les babouches dans les sandalettes. Très vite, c'est tout l'establishment politico-administratif de la région du centre qui rejoint Ebebda. Cette nuit même, après la messe dite par le curé de la place, la relève a été prise par le patriarche Obono qui se trouve à ma droite ici. Nous avons travaillé de 20h à l'aube du matin, au moment où il procédait à la conclusion, n'est-ce pas, de ses travaux. Il m'a appelé, monsieur le maire, le premier pêcheur, avec l'aide de Dieu, va nous annoncer la bonne nouvelle. Certainement, le corps de l'évêque nous sera ramené ici. Le corps recevra sa première toilette sur cette table de fortune avant de prendre la direction de Yaoundé où l'enquête se poursuit. Le dimanche 4 juin 2017, la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia porte le deuil. Soyez prudents, soyez vigilants. Certains comme les films
qu'il projette pour saluer, pour détruire la foi et la vérité que Jésus a amenée. Les fidèles qui ont eu le courage de se rendre dans cette cathédrale sont tous abattus. Nous sommes tellement abattus, nous ne pouvons rien. Nous remettons tout entre les mains du Très-Haut. Nous devons nous mettre en prière et vraiment, nous ne devons pas beaucoup parler, mais nous prions beaucoup que Dieu accueille notre Père évêque. Je sais que mon Seigneur repose dans la paix du Seigneur. Parce qu'un pasteur, un berger qui va de cette manière, moi je pense que c'est un martyr. Il faut tirer les leçons de ce que l'Église catholique qualifie déjà d'assassinat. Le corps de notre évêque, le Seigneur Jean-Marie Benoît Bala, a été retrouvé dans le fleuve de Sanaga sans vie. Et à l'évidence, tous ceux qui ont vu ce corps ont compris qu'il ne s'est pas noyé, il n'est pas mort dans l'eau. Parce que le ventre n'avait pas d'eau, parce que ceux qui ont fait, les médecins qui ont fait l'autopsie disent que les poumons n'avaient pas d'eau non plus. Réunis en assemblée plénière extraordinaire à Yaoundé le mardi 13 juin 2017, la conférence épiscopale nationale est péremptoire dans son communiqué. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été brutalement assassiné. Ils le diront de vive voix quelques jours plus tard. Compte tenu des premiers constats, nous, évêques du Cameroun, affirmons que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala ne s'est pas suicidé. Il a été brutalement assassiné. Coup de tonnerre plusieurs jours après. Nous sommes le 4 juillet 2017. Le procureur général auprès de la cour d'appel du centre, Jean-Fils Tamac, rend son verdict suite à l'enquête. Après plusieurs autopsies, il conclut que Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est probablement mort de noyade. Les évêques s'offusquent et refutent cette conclusion. Ce n'est pas le moment de mettre ça sur le marché public. Nous avons nos éléments. Si nous affirmons quelque chose, les évêques, nous sommes des responsables. Ce que nous disons, c'est la vérité que nous disons. Et nous sommes convaincus de cela. Et nous voulons que la vérité soit établie pour qu'il n'y ait plus de crimes. Le procureur parle de probable noyade. Et si c'est une noyade, quel genre de noyade? On peut se noyer soi-même, on peut être noyé par quelqu'un d'autre. Nous avons la conviction que ce pasteur n'est pas mort noyé, en tout cas qu'il ne s'est pas suicidé, il a été tué. J'étais son voisin le plus proche. Nous ne pouvons ne pas être marqués par son décès qui nous attriste. Mais nous prions pour que le Seigneur lui donne la paix et que toute la lumière soit faite par rapport aux circonstances de son décès, qu'on puisse voir si la justice peut arriver à découvrir les auteurs et le mobile. Je sais que la main de Dieu est puissante. La puissance de Dieu est au-delà de tout. La famille du défunt et amis montent aussi au créneau pour contredire les conclusions du procureur. Pour une pseudo-seconde autopsie, on tord le bras au médecin camerounais pour faire venir soi-disant les légistes spécialistes en reconnaissance de corps. En convoquant de soi-disant spécialistes étrangers, au mépris des dispositions réglementaires, on a passé le message selon lequel le Cameroun n'a aucune expertise en médecine légale. John ne s'est pas suicidé. John ne pouvait pas se suicider par le mode opératoire évoqué. C'est avec moi qu'il a fait sa première traversée du Nion à la nage. Un excellent nageur ne peut choisir de se jeter dans un fleuve s'il veut se suicider. Les spéculations vont dans tous les sens. Il se dit que les évêques mécontents des conclusions d'enquête refusent de récupérer le corps de Jean-Marie Benoît Bala. Il est alors agité dans le sérail la rumeur d'une pression du Vatican qui voudrait mettre un terme à cette affaire. Elle est fausse. Elle est fausse. L'administrateur s'organise
En lien avec le communiqué que nous avons adressé, il était question que le corps nous soit formellement remis et que nous le prendrons après identification. La première phase est faite. Nous avons été formellement contactés avec le document qui va avec. Nous l'avons à notre disposition en ce moment. Il est question maintenant que nous allions identifier le corps. Et une fois que ce sera fait, nous passerons, n'est-ce pas, à la prochaine étape. Mais pas parce que le Vatican l'a demandé. Le Vatican ne l'a pas demandé, c'est la vérité et il faut le dire. Les évêques confirment aussi n'être pas encore entrés en possession du corps du prélat. Nous l'avons dit, n'est-ce pas, dans le communiqué, que le corps, une fois qu'il nous sera remis, et lorsque nous l'aurons identifié, nous le prendrons en charge. En attendant, pour le moment, il n'est pas encore à notre disposition, mais les choses sont en train d'aller dans ce sens-là. Mais un jour, nous le ferons. Quand toutes les conditions seront réunies, nous le ferons. Oui, nous sommes en train de réfléchir. Nous y réfléchissons et nous allons prendre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir récupérer le corps, étant donné que nous l'avons déjà dit dans notre mot que voilà, nous allons récupérer le corps après l'avoir identifié. Donc nous sommes dans cette voie. Le 17 juillet 2017 est le jour J pour la retransmission du corps aux évêques. La morgue de l'hôpital général de Yaoundé est le théâtre des tractations énormes. Certaines anomalies poussent quelques évêques à se retracter. L'huissier de la conférence épiscopale nationale du Cameroun est chassé. Le parquet général a estimé que ma présence n'était pas importante ou n'était pas d'importance. Motif de ce qu'il restait un travail technique et dont la compétence relevait des officiers de police judiciaire. Je n'ai pas pu avoir accès au corps selon la vérité et les intentions du clergé. Finalement, les évêques récupéreront le corps afin de préparer les obsèques. Les évêques se retirent et s'ils ont quelque chose à communiquer à la presse, ils vous le diront au moment venu. La famille aussi, malgré le climat de tension et de suspicion. Je suis venu identifier le corps de mon oncle, je l'ai identifié, c'est lui. Après la mort, dans des circonstances mystérieuses et les tractations trop nombreuses sur le corps, Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala peut amorcer son dernier voyage, emportant avec lui plusieurs secrets sur les raisons et les péripéties de son décès que pourrait peut-être un jour révéler un éventuel procès si les évêques venaient à pousser le bouchon plus loin.